La nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, ça crosse aux rumeurs, à un langage ordurier, quartiésard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Justement, pour vous apporter le meilleur de l'information, c'est le décryptage dans ce débat. À ma droite, Bertrand Tatinda qui est également là ce matin. Bonjour Bertrand et bienvenue à vous. Bonjour Steve. Merci de m'avoir une fois de plus invité. Merci à vos nombreuses Je vous ai vu sourire tout à l'heure quand on a dit que Donald Trump a demandé une injection de désinfectant. Moi j'avais même cru entendre parler du détergent. Vous savez, Donald Trump, s'il a pu être au président des États-Unis, ça veut dire que même quelqu'un atteint, je ne sais pas trop quoi, de quoi peut être président des États-Unis. Vous voyez un peu en termes de ressources humaines, à dire qu'il est favori dans les sondages. Et en plus, ça, il est favori dans les sondages. Dans les sondages pour en fait faire doubler son mandat. Donc merci de m'avoir invité. Bonjour à mes co-panélistes qui sont également là ce matin. Docteur Béni Chris-Kézé, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve Ngos, je vais vous saluer en disant merci pour le travail qu'Abba DBS au quotidien. J'ai eu les échos de ceux qui suivent le travail que vous faites et ce travail est tellement pertinent que ça mérite de félicitations. Je dirais comme Amadou Dia disait que la politique c'est un devoir plus qu'un droit. Plus qu'un droit, on peut y renoncer. Mais moi, je dis l'information est le devoir absolu de ce qu'on appelle la civilisation. Dans une civilisation, dans une société, sans l'information, alors le peuple est mal barré. Puisque l'information, c'est la ligne de départ de la réussite des hommes dans la course de la vie. Dans la course de la vie, c'est justement ça l'information. Et justement, sur DBS, il faut le dire, nous sommes là pour vous informer. Albert Anatola, ici, directeur de publication du journal Le Cactus qui paraît sur le terrain national camerounais, est également là ce matin. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, je salue mes copanélistes, particulièrement les aînés. Tachina est le dernier que vous allez présenter tout à l'heure aux téléspectateurs. Je salue particulièrement tous ceux-là qui nous regardent dans le cadre de cette tribune chaque matin, du lundi au vendredi. Tout à l'heure, vous parlez justement de l'information. Et l'information, c'est quoi? C'est qu'il faut que, dans le cadre, n'est-ce pas, de respect des directives gouvernementales en matière de lutte contre le Covid-19, il y a certaines patrouilles de policiers et de gendarmes qui sont sur le terrain. Et il faut noter l'intention des téléspectateurs que ces patrouilles ne doivent pas être en civil, ni dans les voitures banalisées. Ces patrouilles, ces éléments de gendarmerie et de police doivent parfaitement être identifiables par rapport à leur voiture et par rapport à leur tenue. Malheureusement, il est devenu récurrent de voir, n'est-ce pas, des individus en voiture banalisée. Se faisant passer d'ailleurs pour des gendarmes. En voiture banalisée et oui. en civil, permet les bars et les snack bars quelquefois avec la contrepartie des bakchiches. Donc je pense qu'il faut être très vigilant. Et justement, les tenanciers de ces coins, de ces bars, de ces débuts de boissons doivent savoir que les patrouilles doivent être identifiables. Les patrouilles doivent être identifiables. Patient Parfait d'Homme de l'Alliance Patriotique est également là ce matin. Patient Parfait d'Homme, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à mes amis du panel, Bertrand, Béni Chris. C'était Anatole, maintenant c'est Albert Anatole, j'ajoute. Mais ça peut toujours être ça tout, parce que si tu as un monogramme un jour et comme être Albert et non Albert Anatole, ça peut te créer des problèmes. C'est pour rigoler, mais bon. Comment ça a été gentil, les mecs de monogramme et tout ça. Ouais, bon. Surtout qu'on en reçoit plus beaucoup, tout le monde est en confinement. Bonjour à tout le monde, bonjour à cette formidable odyssée, n'est-ce pas? Nouvelle odyssée avec DBS ce matin. Et félicitations pour tout ce que vous faites parce que je vous dis, les retours que nous avons, c'est formidable. Merci beaucoup. Félicitations à votre personnel, à vos techniciens, l'ensemble des cadreurs qui font un job exceptionnel. Je n'oublie pas la réalisation. Et voilà, merci pour cette invitation. En tout cas, c'est vous qui faites de nous ce que nous sommes. Messieurs, entrons dans le vif du sujet ce matin. Catastrophe annoncée encore il y a 2 mois, messieurs, par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et par le milliardaire américain Bill Gates et son épouse. Ces derniers prévoyaient d'ailleurs une hécatombe sur le continent noir et surtout annonçaient des millions et des millions de morts. Je vous donne donc, il faut le dire comme ça, les statistiques, il faut le dire alors les chiffres. L'Afrique comptait jusqu'à hier, lundi 27 avril 2020, 32 182 cas de coronavirus. Le coronavirus qui a déjà coûté, il faut le dire, la vie à 1428 personnes sur le continent africain. Selon, il faut le dire comme ça, le Centre de prévention et le contrôle des maladies de l'Union africaine.
Pendant ce temps, en Europe, c'est 125 000 personnes qui sont mortes justement du coronavirus. 23 293 personnes viennent justement de la France. Aux États-Unis, c'est 56 144 personnes qui sont décédées. Et depuis hier, on compte d'ailleurs, il faut le dire comme ça, 210 000 décès dans le monde. Messieurs, voilà ce qui se passe actuellement. Eh bien, l'hécatombe qui avait été prévue sur le continent africain. Je me tourne vers Patient Parfum d'Homme. Jusqu'à preuve de contraire, ce n'est pas encore le cas. 2 mois après. Oui, il faut se réjouir du fait que le tsunami annoncé n'a pas encore lieu. On espère, on continue de croiser les doigts pour que ce tsunami-là ne puisse pas avoir lieu. Mais nous avons expliqué sur vos plateaux qu'il y a un certain nombre d'éléments objectifs qui apparemment peuvent nous conduire à espérer que ce tsunami-là sera un deepfake, quoi. Ouais. Mais en même temps, il faut continuer de marteler et de dire à nos frères africains de faire très attention. Oui. Donc, toutes les mesures gouvernementales de protection, toutes les mesures barrières, il faut vraiment les appliquer à la lettre. De toute façon, j'aime à le dire à mes enfants, c'est un peu comme une espèce de pari pascalien. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu n'existe pas? Et le gars dit, bon, de toute façon, moi je crois que Dieu existe parce que c'est la fin des temps. Le gars existe et que dans ma vie, je ne l'ai pas suivi. Alors, j'aurais mal fait. Le grand perdant, c'est moi. Donc, autant appliquer ces mesures, quitte à ce que, comme c'est une frange de la population africaine continue de croire que la marine n'existe pas, justement. Qu'elle n'existe pas. Mais si par malheur, elle existait, le tsunami annoncé s'abat sur nous, alors que nous avons été assez légers sur des mesures qui ont été prescrites par les gouvernement. différents gouvernements, alors je pense que ça va être extrêmement douloureux pour nous parce que nous, on a eu l'avantage, n'est-ce pas, de voir les ravages de cette maladie ailleurs. Est-ce parce que les Africains sont prudents qu'on peut dire aujourd'hui qu'il n'y a pas assez de morts sur le continent africain? Non, les raisons sont ailleurs. Les principales raisons, c'est l'environnement dans lequel nous vivons. On a un cadre qui est particulier. Un cadre qui n'est pas en Europe. Un cadre qui est moins aseptisé, si je peux le dire comme ça, que les Européens. Cela ne veut dire pas que nous vivons dans la boue et la merde, ou bien dans la gadoue, non. Deuxièmement, il y a la nutrition africaine. Notre nutrition est exceptionnelle parce qu'elle est faite de beaucoup d'épices, de beaucoup d'écorces. J'ai parlé de hormis, de la gâte à pépé, tout ce que vous connaissez, mais surtout de légumes. On mange beaucoup de légumes en Afrique et des légumes qui sont bio. Des légumes qui ne sont pas... Des organes génétiquement modifiés. Non, ce n'est pas des OGM, ce n'est pas non plus des aliments qui sont obtenus sur la base de beaucoup comment ça, vous appelez les épandages de ceci, de cela. Non, ce sont des légumes qui sont bio et nous en consommons beaucoup. Troisièmement, notre propre patrimoine génétique. Nous sommes passés par beaucoup d'épreuves de feu. Vous savez, à un moment donné, l'Afrique était oubliée. On était obligé de faire face à différentes maladies qui nous tombaient sur la tête tout seul. Certaines maladies étaient même créées par eux-mêmes. Parce que quand vous vous souvenez, par exemple, les dépôts de déchets toxiques à Abidjan avec ce que ça a causé, il y a eu des morts, mais il y a des gens qui ont survécu. Donc ça doit nous interpeller. J'aime à le dire, on a des tas de maladies incroyables. On a eu des maladies... On attend toujours le dédommagement du côté d'Abidjan. Hein. Ils n'auront jamais, de toute façon. C'est comme ça le monde occidental. Vous avez connu une maladie ici chez nous qu'on appelle le marteau. Une forme de palu. D'une violence incroyable. On a survécu, oui. Nous avons une autre maladie qui est passée ici qu'on appelle le kwasa. Les gens se grattaient à gauche et à droite. Mais nous sommes passés là-dessus. Nous avons une autre maladie ici qu'on appelait, forme de palu toujours, Bakassi. On est passé par là. Et je vous dis, quand vous regardez toute notre génération, pratiquement, dès l'âge, le bas âge, on a pris et les nivaquines, et les chloroquines, et les quinines, tout ça. D'autres étaient allergiques, d'autres pas. Kinimax, d'ailleurs. Nous sommes passés par là. Les flavoquines, etc., etc. Donc, nous avons... Alors que les Européens, regardez très bien comment ils se comportent. Ils ne viennent pas en Afrique. Quand ils viennent en Afrique, ils prennent... des vaccins. Ces vaccins, ils prennent ces quinines, on les prescrit. Deuxièmement, par exemple, quatrièmement, notre organisme a un avantage. On ne prend pas beaucoup de chimie. Eux, ils sont bourrés de chimie dans leur organisme. Vous plantez, un petit poussin tout à l'heure, 3 jours plus tard, il est on le mange, oui. Les animaux qui et ça commence également à être le cas au Cameroun, surtout sur le continent africain. C'est pour cela que je tire la sonde d'alerte à nos dirigeants d'essayer de tirer les leçons.
de mode de vie européen, la malbouffe, etc., etc. Vous avez un animal qui est un herbivore, la vache, mais on le nourrit avec de la provende animale. Vous attendez à quoi? Donc c'est ça, ça dit que l'organisme, l'environnement a été complètement déstructuré complètement. Forcément, la moindre petite vérole qui peut se soigner rapidement, bon, on nous parle devient justement une grande maladie. Vous savez que moi j'adore la queue de pangolin, moi j'en mangeais tous les jours. Le pangolin c'est la meilleure viande d'ailleurs sur le continent africain. Allez dire aux Africains de quand pas j'allais manger. dans mon tournoi de commandant, c'est le pangolin que moi j'affectionnais. Mais maintenant on nous dit que non, donc c'est pour dire aux Africains d'être authentiques, de continuer d'être authentiques. De ne pas tout le temps vouloir copier dans tout. Vous arrivez dans un restaurant avec une amie. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux ceci à la sauce tartare. Ils ils ont dit que dans toute cette cuisine européenne, surtout, il y a des sucres, il y a de la chimie, à ne plus en finir. Donc, aux restaurateurs africains aussi, de dire maintenez la restauration africaine, quitte à l'améliorer avec de nouveaux concepts. Des épices, mais justement. arrêtez de copier bêtement cette restauration étrangère, surtout européenne, qui au contraire nous crée beaucoup de maladies. Nous étions tous des gens slim, on marchait à pied, c'est vrai que le mode de vie a changé, mais avec la malbouffe qui s'installe chez nous, beaucoup d'entre nous, moi en premier, nous sommes devenus presque obèses, donc ça pose un problème. Donc, raison de plus de dire à l'ensemble de notre population de faire très attention. Mais j'ai oublié le dernier élément, qui est un élément de génie, c'est la peau. Il y a beaucoup d'études sur la mélanine noire. Aujourd'hui, ces études tendent à nous dire que la peau noire, dont certains veulent se débarrasser en faisant... Mélaniser d'ailleurs. Oui, des décapages idiots qu'au Cameroun on appelle le Jansan. Cette peau-là, c'est la magie. C'est la magie, cette peau noire. Je vous dis qu'il y a des études scientifiques d'un très haut niveau qui tentent à le démontrer. Bon, ceci n'étant pas parole d'évangile, mais il ne faut pas non plus négliger cet aspect des choses. Donc je pense qu'en toute honnêteté, on n'aura peut-être pas cette hécatombe annoncée, mais en même temps, il faut être prudent. Continuons d'être extrêmement prudents. Les mesures barrières, il faut qu'on les applique à la lettre. Maintenant, j'ai vu que les Camerounais sont devenus des champions. De se laver les mains. C'est déjà ça d'acquis. Albert Anatola, ici, il faut également préciser que depuis 2 mois, c'est vrai que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, nous avait prévenu, et d'ailleurs, nous avait également, il vous le dit comme ça, annoncé une hécatombe sur le continent africain. Mais depuis quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, les Africains sont rentrés justement en brousse. Il faut le dire, moi je dis comme ça, hein, en brousse, parce que c'est comme ça, justement pour se nourrir aujourd'hui même de la forêt, de se nourrir justement des écorces, des feuilles et tout ce qui va avec. Est-ce également un autre avantage en tout cas pour qu'il n'y ait pas en tout cas assez de décès sur le continent africain? Tout à l'heure nous parlions de l'information et également de la communication. Oui. Et vous savez que l'objectif de cette communication, notamment d'abord celle du directeur de l'OMS et ensuite celle du secrétaire général de l'ONU, ça visait justement à créer la psychose dans le conscient ou le subconscient des Africains, en tout cas pas seulement des Africains, du reste du monde. C'est-à-dire que on vous fait croire que le Covid va faire plus de victimes. On a oublié un détail, c'est que les Africains, ils ont un mental d'extraordinaire, un mental de fer. Non, ils oublient que le Covid ne fait pas autant de victimes que le palu. Et déjà, cette semaine, comme à son habitude, le directeur de l'OMS nous a encore annoncé l'apocalypse pour ce qui concerne le paludisme. Oui. Bon, alors, peut-être qu'il s'est basé sur le fait que, comme j'aime le dire depuis un certain temps, il y a 2 sociopathes qui ont estimé que... Vous revenez toujours sur là, Mira et Loche, oui. Oui, nous n'avons pas de plateau technique. L'Afrique, ce n'est pas un continent, c'est un pays qui ne vit que dans la forêt, qui a des habitants qui vivent comme des pygmées, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité. Bon, ce sont des indigènes. Mais peut-être nous sommes des indigènes, mais c'est surtout des indigènes qui vivent dans la forêt. Et vous savez que dans la forêt, il y a l'environnement. Et cet environnement est constitué d'un biotope, c'est-à-dire des espèces médicinales qui permettent quand même d'atténuer les effets, n'est-ce pas, de certaines pathologies, de certaines pandémies.
il y a déjà l'environnement, et ensuite, nous avons une population jeune, parce que la population africaine est essentiellement jeune. Et quand vous constatez, vous faites... Même si le secrétaire général a déclaré que la jeunesse africaine ne va pas sauver, hein, elle aussi également va mourir. Bon, c'est ce qu'il a déclaré dans ses propos. J'espère tout à l'heure d'ailleurs qu'on va le voir. Hein, ils ont un problème avec la démographie africaine, surtout avec sa jeunesse. Donc, nous avons donc une population africaine qui est très jeune comparativement à la population occidentale, qui est, comme vous le savez, un peu très vieillissante. Maintenant, en dehors de ça, nous avons donc déjà notre système immunitaire, autant pour immunitaire, le système immunitaire des Noirs est plus résistant, c'est pas sensible comme ça se passe chez eux. Tout à l'heure, le grand frère patient le disait, le relevait. Oui. C'est-à-dire que chez eux, tout est synthétique, tout est chimique. Or, dans le contexte africain, avant d'aller à l'hôpital, on s'essaie d'abord avec la pharmacopée traditionnelle, avec l'herbe. C'est quand c'est grave qu'on va à l'hôpital, ne vous inquiétez pas. Oui, absolument, parce que nous savons qu'avec, n'est-ce pas, les recettes des grands-mères, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être résolus. Alors que chez eux, il suffit d'un petit ballonnement de ventre, on va voir le pharmacien du corps, mieux le médecin. Or, chez nous, les Africains, lorsque vous avez un ballonnement de ventre, vous pigez. Lorsque vous êtes constipé, on sait quoi faire. Donc, il y a déjà le système immunitaire qui rentre en jeu. Et en plus, même, tout à l'heure également, le patient le soulignait, nous sommes passés par plusieurs pathologies. Nous avons connu Ebola, on a cru que ça va, n'est-ce pas, nous déraciner. Nous sommes passés par le VIH. Nous sommes passés par toute la moustiquaire. Vous vous rappelez comment à l'époque ça dit c'est la maladie du sommeil, ne vous inquiétez pas. Donc je pense que toutes ces épreuves de feu ont permis. La preuve c'est que lors au plus fort de l'esclavage, franchement, c'était les Noirs qui passaient sur le marché. C'est-à-dire parce que c'était résistant. Parce que de manière naturelle, le Noir est résistant. Alors que les Asiatiques et les autres mouraient. Là où il mourait, le Noir, lui, n'est-ce pas, il résistait. Donc, bref, je pense qu'il s'agit d'une constitution naturelle, c'est-à-dire que nous résistons à beaucoup de choses. Et je pense également que leur communication portait sur le fait qu'ils avaient un projet qui était annoncé sur le continent, notamment le fameux projet d'essai clinique sur le fameux, avec le vaccin BCG, dans le cadre du traitement du Covid-19. Dont on s'interroge toujours de la pertinence. Parce qu'on aurait souhaité qu'ils commencent ces essais cliniques de l'autre côté, où il y a plus de victimes, plus de morts et plus de malades. Mais paradoxalement, c'est sur le continent africain qu'ils voulaient commencer leurs essais. Donc peut-être c'est par rapport à ce projet macabre, parce qu'il faut quand même le dire. Un projet qui a échoué d'ailleurs, hein, même si quelque part également on peut pas dire que certains États africains ont signé. On ne peut pas dire que ça a échoué parce que sur le plan... je veux dire de manière formelle, on peut croire qu'ils ont mis un bémol. Mais par derrière, ils peuvent passer en douce pour continuer avec le projet. Donc, d'où l'intérêt pour nous, n'est-ce pas, de demander aux populations de rester vigilantes. Je vais me tourner vers Bertrand Tatinda. Tatinda, vous également, vous êtes au courant de tout ce que le secrétaire général des Nations Unies a déclaré d'ailleurs sur le continent africain, en déclarant que forcément on aura pas mal de morts. On parle bien sûr des millions, hein, parce que si on revient d'ailleurs sur les propos du secrétaire général des Nations Unies, il précise bien des millions de morts. Mais on est à 2 mois, on n'est pas encore, en tout cas, à plus de 2000. Mais c'est le problème d'Africains, si Africains croient ces gens. Pourquoi? Le secrétaire général des Nations Unies, en fait, il parle au nom de qui? Est-ce qu'il est médecin? Il parle au nom de l'ONU. Le président de l'OMS parle pour qui? Il parle pour l'OMS. Je vous fais une petite révélation. Oui. L'OMS dit ne jamais avoir conseillé le confinement contre le coronavirus. Qui le déclare? Margaret Harris ou au Sydney Morning Herald. L'OMS. Avant même que les Africains ne se lancent dans la croyance de l'OMS, il faut s'interroger, c'est quoi l'OMS? Qui finance l'OMS? Pour qui roule l'OMS? Comment fait-on pour devenir président de l'OMS? Voilà l'OMS qui vous l'explique. Ils expliquent que les pays ont suivi de façon moutonnière en quelque sorte la Chine, parce que la Chine immédiatement quand le virus est déclenché a décidé en fait de confiner. Mais sauf que la Chine, quand la Chine va confiner, la Chine va identifier en fait, comment je vais dire que localiser les lieux de le lieu de contamination et dépister massivement. Mais les pays africains vont relativement suivre. Moi, j'ai comme l'impression que c'était même devenu acquis, suivrait le plus les mesures européennes pour être le mieux vu et aujourd'hui aller se voir en quelque sorte avoir une forme de facilité pour avoir de la dette. Vous avez des pays qui avaient un cas, ils vont confiner. Vous avez des pays, par exemple, qui avaient quoi? Qui ont
1200 milliards de budget en francs CFA, qui ont voté, comment je vais dire, des plans de riposte de 900 milliards. Un voisin du Cameroun. Ce pays est, comment je vais dire, sur le plan sanitaire, totalement délabré, n'arrive pas à payer ses fonctionnaires, a véritablement de mal, tous les corps sociaux sont en grève. On a vu même encore le président de ce pays carrément devenir, comment je vais dire, un supplétif des impôts. Expliquez que, mais comment vous avez suffisamment pillé ce pays? Mais ce pays va faire voter un plan de 900 milliards. C'est 1300 milliards de budget. Comment vous pouvez avoir 1300 milliards de budget alors que ce pays a quoi? Aucun mort, à peine 3 cas. 3 cas même, comment je vais dire que importés du Cameroun, franchement, quand on pose donc la question pour qui roule l'OMS, mais moi je vais expliquer sur un plateau comment un monsieur dans la Sanaga maritime va me faire partir mes hémorroïdes à vie. Pourquoi lui il n'est pas prix Nobel? J'avais consulté la plupart des grands médecins au Cameroun et en Europe. Il m'avait expliqué que monsieur Tatinda, votre solution, excusez-moi, c'est l'opération. Mais je me suis dit, mais moi je connais des gens qui ont subi l'opération et qui continuent à avoir un temps de problème. L'opération c'est quoi? C'est qu'on vous fait une ablation du rectum. Et on va me faire une ablation du rectum, ainsi de suite, ainsi de suite. J'aurai plus d'intestin. Et qu'est-ce que je fais après? Ben, ce monsieur, ça fait 3-4 ans, j'ai plus de nouvelles de ce monsieur. Dans la Sanaga maritime, c'est des amis qui m'ont dit, tu n'as rien à perdre Bertrand de toute façon. Tu perds quoi? Bah essayez. Eh bien, il me les a fait partir à vie. J'ai plus de nouvelles de ce monsieur. Pourquoi lui, il n'est pas nobélisé? Parce qu'il a résolu un problème que des agrégés en plus 15, plus 20, plus 50 en médecine n'arrivaient pas à résoudre. Voilà l'OMS. Et si vous prenez les plantes de ce monsieur, si vous prenez en quelque sorte, c'était quoi? C'était une fusion de 3 plantes, un petit truc à boire et en quelque sorte, rien du tout, un protocole de rien du tout. Mais si vous l'envoyez à l'OMS, l'OMS me dira plutôt que, mais monsieur Tatina, vous avez été un voyou d'aller vous faire traiter par ce monsieur. Mais, parce que l'OMS ne peut pas valider en quelque sorte les résultats de ce monsieur. Voilà l'OMS. Donc quand l'OMS prédisait aux Africains que vous aurez des milliers de morts, vous aurez des millions de morts, l'OMS conditionner déjà notre esprit et dire que commencer déjà pratiquement à accepter que tout ce qui va sortir des laboratoires en quelque sorte d'Europe sera en quelque sorte une solution pour vous. Et tous les pays africains vont se mettre à ça. Si on n'avait pas tempêté la société civile, les leaders d'opinion, les hommes de partis politiques et expliquer que le président de la République il prendra sur lui de faire vacciner les gens dans son pays, qu'il y commence par ses enfants, par lui et par sa famille. Mais c'est pas scandaleux de voir un président de la République se faire vacciner à la télévision et de prendre ses enfants. Et puis on lui dira, président, écoute, on va vous revoir dans 3 semaines, dans 1 mois, pour voir si vous portez mieux. Vous n'allez pas aller dans les marchés, dans les villages, dans les quartiers, dire aux populations que faites-vous vacciner. Ben vous, tous les chefs d'État ont des femmes et des enfants. Et il a fallu véritablement qu'une conscience africaine se lève pour que même des pays comme le Sénégal, je répète ici, qui avait donné un protocole d'accord pour accepter le vaccin, le ministre de la Santé sénégalaise s'est sorti pour dire que je n'accepte plus cette histoire. Vous voyez que même l'OMS se dédie. L'OMS ne s'entend plus. Autre chose, les États-Unis ont expliqué que je fonctionnerai plus sans l'OMS. Pourquoi les pays africains n'ont pas pris cette décision? Je ne fonctionnerai plus avec l'OMS. Avec l'OMS. Merci, monsieur Parfendon. C'est terminé l'OMS. Il ne veut plus en entendre parler, monsieur Donald Trump. Mais c'est une décision que devaient prendre les pays africains. Vous avez, par exemple, le prélat Cléda. J'ai suivi une interview. Il explique que moi, je ne peux pas dire que j'ai un remède. J'ai quelque chose qui soulage. Au-delà d'être prélat, j'étudie les plantes depuis 35 ans. Depuis 35 ans, la passion que j'ai, c'est d'étudier les plantes. Et j'ai réussi à dompter un certain type d'association de plantes. Donc c'est gratuit. Je ne veux pas d'argent. Celui qui est volontaire, déjà atteint, ben, il peut s'essayer. Les plaisirs d'ailleurs, hein, ils sont nombreux. Il y a beaucoup qui partent des centres. C'est des centaines de personnes. Le président Malgache dit, moi je fais boire à ma population et je déconfine. Mais depuis qu'il fait boire à sa population, eh ben, les chiffres de la pandémie n'explosent pas à Madagascar. Sauf que l'OMS sort et dit « Ah, danger mortel ». Mais l'OMS ne donne pas une preuve palpable et claire et dit que quand vous prenez cette histoire-là, voilà le danger que vous courez. L'OMS dit « danger mortel ». Ce n'est pas certifié, c'est sur un tout petit type d'échantillon de personnes. Mais si c'est sur un petit type d'échantillon de personnes, si ça sauve une vie,
Ben, c'est une vie de sauver, on applaudit. Si ça sauve une vie, Monsieur Trump, il a 56 000 morts. Je parle de 5... Mais vous lui apportez quelque chose pour sauver 3 vies, les preneurs, hein? Ah ben oui. Il a déjà fait la commande. Il a déjà fait la commande. À Madagascar, ne vous inquiétez pas. Il a envoyé 2 millions de dollars à Madagascar. Il en a besoin. On voit d'ailleurs le président malgache Andry Rajoelina qui le boit publiquement. C'est ce que nous disons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous sortez un protocole, venez le boire. Le prélat camerounais l'a bu devant les gens. On le boit. Venez le boire. Donc lui, il commence à le boire, il se porte bien. Donc, vous voyez donc que derrière l'OMS, au-delà des explications brillantes que M. Ndom a données sur la résidence africaine, mais il valait sans dire qu'il n'y aurait pas eu de grosses catastrophes. C'est pareil pour le sida. Mais quand le sida apparaît, l'OMS ne nous explique pas que cette histoire va d'abord faire des ravages dans les milieux homosexuels. Ah oui! Le sida va ravager dans le milieu homosexuel avant de toucher même les hétéros. L'OMS va expliquer plutôt que les Africains qui sont des volages, les filles africaines qui sont des sans confiance. Elles ont 2, 3, 4 copains. L'homme africain, s'il n'a pas 10 copines, il n'est pas heureux. Et vous allez voir les taux de prévalence. Le Cameroun n'a jamais dépassé 5,5%. Aujourd'hui, on a chuté à 1%. Mais parce que même dans les milieux les plus marginaux, au sein de ce qu'on va appeler la grosse délinquance et la dépravation des mœurs, eh bien, on ne comprend pas pourquoi les Africains vont relativement résister à cette histoire. Et ils vont expliquer que non, c'est la circoncision. Ah, c'est la circoncision. On croit que c'est la circoncision. On va pas également oublier que même avec le sida, il y a pas mal de médecins traditionnels qui ont réussi véritablement. À Nomangou, paix à l'âme de ce grand chercheur, de ce grand médecin qui va réussir le premier au Cameroun à remonter les taux de CD4 de certains patients. J'ai rencontré une qui me l'a dit si je suis vivante. Quand j'allais voir à Nomangou, je partais dans une histoire, brutalement dans une situation de désespéré, vu que on m'avait expliqué, dites au revoir. C'était la peau sur les os. Monsieur Anomangou me prendra, il administrera son protocole. Donc vous voyez que l'OMS, ça a été une prévision en quelque sorte pour permettre immédiatement à ce que j'appelle les charognards de la finance de tomber sous nos états. Et vous savez ce qui se passe maintenant? Eh bien, il vous explique que comme vous n'êtes pas mort du Covid, vos économies. C'est-à-dire que vous êtes mort. Vous n'allez plus pouvoir vivre et pouvoir manger. C'est-à-dire que l'Afrique, c'est terminé. Les économies africaines sont par terre. Mais, même quand on regarde comment je vais dire l'économie de France, on regarde un peu les indicateurs. Je me pose toujours la question comment la France va relancer son économie. Même en fabriquant. C'est-à-dire il y a même une limite dans ce qu'on appelle utiliser la planche à billets. Ah oui, même dans l'utilisation de la planche à billets, il y a une limite. Comment est-ce qu'ils n'auront pas d'inflation? Comment est-ce qu'ils ne vont pas, rallonger la durée du temps de travail? Ils nous ont expliqué qu'on travaille 35 heures. Pour la première fois au monde, un pays européen vous explique que vous travaillez moins, mais vous devez gagner plus et vous serez plus performant. L'idiotie du siècle. Comment pouvez-vous travailler? C'est comme si vous dites à un enfant, apprends moins que celui-là, mais il y a de fortes chances que tu aies de meilleurs résultats que lui. Franchement. Donc, nous nous demandons et nous attendons voir comment les pays européens vont relancer notre économie. Non, même sur le plan économique, l'Afrique va être relativement résiliente. On le comprend parfaitement, Bertrand Tatinda, toujours aussi en verve. Docteur Bénicri, jusqu'à preuve de contraire, hein, on parle de l'Afrique, on continue à parler de l'Afrique. Vous avez suivi d'ailleurs Bertrand Tatinda qui nous fait savoir que jusqu'à preuve de contraire, tout le monde est rentré dans la forêt. Il y a, s'ils veulent faire d'ailleurs un vaccin, qu'ils essaient d'abord sur eux-mêmes, sur leur population. On a vu le président de Madagascar, Andry Rajoelina, qui a essayé, d'ailleurs, il faut le dire, le Covid Organics. Lui-même, il le boit d'ailleurs tous les matins. D'ailleurs, il y a des vidéos qui circulent, qui le montrent d'ailleurs en train de boire cette potion, qui est devenue la potion magique. Peut-on espérer aujourd'hui que les Occidentaux viennent en Afrique plutôt se ravitailler? Peut-on espérer? C'est une question noble. Mais les Européens, les Occidentaux viennent déjà en Afrique. Vous avez parlé tout à l'heure de Donald Trump qui non seulement a commandé et a donné également un budget de 2 millions de dollars hein, pour financer justement ce projet. La recherche et voir à quoi ça va déboucher. En fait, Steve, on parle de l'information comme un ensemble de nouvelles qui influencent nos pensées et nos actions. Et donc, il faut communiquer, mais il faut bien communiquer. Parce que bien communiquer, ça permet à un peuple d'être formé, éduquer et prendre la mesure. Je vais juste rapidement faire la tour de table parce que j'ai été précédé par des orateurs brillants qui ont dit un certain nombre de choses sur lesquelles j'aimerais revenir avant de répondre à votre question. Déjà, mon grand frère Parfait d'Homme a dit quelque chose de très important. Nous avons la mélanine. Mais scientifiquement, les gens ne savent pas ce qu'on appelle la mélanine. On ne peut pas être mélanoderme sans être à la source de l'humanité. Voilà pourquoi, quand l'humanité est partie de l'Afrique, tout ce qui
ont les ramifications raciales, l'Afrique, ne l'ont pas été, comme qui dirait, Dieu n'a pas créé 4 races, Dieu n'a créé qu'une race, et c'est l'homme noir. Et c'est les ramifications donc de la race noire qui se sont éloignées de la source même vitale qui a fait qu'il y ait des dépigmentations dont les lacodormes que nous connaissons, les occidentaux, effectivement, la peau blanche, etc. C'est l'éloignement du peuple par rapport à la source vitale. Ce qui fait que l'homme noir est le plus résistant. Parce que non seulement nous avons gardé la peau originelle, mais nous avons tous les éléments liés à cette peau qui nous protègent du rayonnement solaire et de l'environnement. J'ai été en Russie il y a cela 12 ans. Ils ont mis j'étais à Pétersbourg. À l'époque, Vladimir Poutine était encore président avant le changement, justement. J'étais étudiant à Paris, là où j'ai fait la science politique et le journalisme. Et donc, ils ont émis dans une ville qu'on appelle, j'y étais, j'oublie les noms, ça va revenir, c'est une ville sous la glace. Ils ont construit une ville sous la glace. C'est là où ils expérimentent tous leurs produits. Le nom de la ville va revenir. C'est là où ils expérimentent tout ce qu'ils ont comme innovation scientifique, ils expérimentent sous la glace. Et ils ont créé un produit pour enlever la peau noire. Ils ont tenté. Et ils l'ont fait. Ils l'ont expérimenté. C'est-à-dire, c'est comme un truc, une bombe là. Quand tu oins ça, en 2 minutes, la peau noire s'enlève de ton corps. Parce qu'ils voulaient dépigmenter tout ce qui porte la peau noire. Mais ils se sont rendus compte que la peau noire, en réalité, c'était les boucliers protecteurs des UV. Vous savez qu'aujourd'hui, avec l'exploration spatiale, nous sommes exposés aux UV, les rayons ultraviolets. Et plus ça rentre, c'est ce qui crée ce qu'on appelle aujourd'hui l'augmentation, les dérèglements climatiques. C'est notre barbarie pour découvrir l'espace. C'est tout cela. La barbarie occidentale, il faut bien préciser. La barbarie occidentale. Oui. Bon, j'ai dit notre parce que nous avons capitalisé, nous aussi, à l'Égypte. C'est nous, hein, l'Égypte antique, quand vous rentrez, moi j'y étais, moi j'ai fait mes recherches là-bas. J'ai fait un livre là-dessus, mon premier livre, l'Égypte nègre ou blanche. Mon livre est vendu à Harmattan. C'est mon premier Allons-y, ouvrage. on vous écoute. Donc, j'étais en train d'expliquer que c'est nous, puisque quand tu arrives dans l'Égypte, vous rencontrez vous rencontrez dans les hiéroglyphes l'imagerie de l'avion, l'imagerie de ceci. Donc, ils ont pris cela. C'est même la base, la Deuxième Guerre mondiale. C'était les archives de l'Égypte, l'interprétation de l'Égypte. Donc rapidement, les mélanodermes que nous sommes riches sur le plan de la protection face à l'environnement et de l'adaptation. Voilà pourquoi vous constatez que nos frères noirs, quand ils vont partout, ils s'adaptent immédiatement. Facilement que le blanc. Le blanc ne peut pas s'adapter facilement sans être vacciné. Nous nous adaptons naturellement parce que nous avons cela. Et donc, j'ai conseillé encore à nos femmes et à tous nos frères africains, garder la peau noire. Moi-même, je suis né très clair, hein, un peu plus que Steve. Mais j'ai voulu... ne vous inquiétez pas, ça va aller. Donc, bref, je passe là-dessus. Je rentre à ce que Tachinda disait. Il a dit, la Chine a confiné, l'OMS a confiné, c'est une machination. La Chine n'a pas confiné pour prévenir les Covid. La Chine a confiné pour éviter que les catastrophes humanitaires qui se battent en Chine soient connues du grand public. Il y a tellement de morts que les chiffres officiels communiqués dans le média et la réalité sur le terrain. J'ai dit que je suis un journaliste d'investigation, j'ai des preuves de ce que j'ai dit. La Chine a connu beaucoup de morts. Il dit beaucoup de morts. Il fallait confiner la population pour qu'elle n'assiste pas à tous ces drames qui a eu lieu en Chine. Déjà, vous le savez que Covid-19 ce n'est pas un virus naturel. Nous avons fait des débats là-dessus, on ne peut pas y revenir. C'est quelque chose qui a été monté dans les laboratoires. Donc, la Chine a fait confiner pour éviter ces catastrophes médiatiques. Mais, en complicité avec l'OMS. Voilà pourquoi, aujourd'hui, les États-Unis. L'Amérique et les États-Unis ont une brûle diplomatique. Pourquoi une coopération. Pourquoi? Parce que l'OMS a soutenu la Chine et a caché des données liées à ces virus. Je vous ai dit que le Covid-19 n'existe pas. Voilà pourquoi en Afrique, ça ne fera pas des ravages. Mais je vais revenir là-dessus. La Chine, le Covid-19, au départ, c'est le virus qu'on appelle nCoV. 2019, nCoV. C'est un code. C'est un virus qui a été monté pour
contrôler le Hong Kong. C'est un virus qui a été mis en place pour... L'objectif de ça, c'est la dégradation mentale, la faculté de penser. Et ce virus a été mis en place pour, n'est-ce pas, contrôler cette bruit qui monte. Maintenant, la CIA voulait s'accaparer de cela pour contrôler le reste du monde. Et la Chine avait un accord avec ces gens. Et c'est à Yuan, près du marché des bétail, que la transaction a eu lieu. Et je vous ai dit, preuve à l'appui. J'ai plus que ça, hein. J'ai des documentaires, j'ai des vies même qui ont été mises en danger sur cela. La transaction a eu lieu et le truc a été volontairement par la CIA pour pouvoir contaminer les Chinois. C'est près du marché des bétail. Donc, ce virus n'est pas parti des pangolins, hein. Moi j'en déguste. Hein. Tout le monde le sait d'ailleurs. Passez pas d'homme dit seulement que c'est sa nourriture préférée, ça vient préférée. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, ça n'a rien à voir avec une contamination. D'ailleurs, Covid-19 existe depuis 2003. Hein. Nous le savons déjà. Hein. Voilà. Donc pour chuter, rapidement, parce que nous sortons déjà. Je disais que nous avons un problème de communication en Afrique. Faites très attention. Ce que ces gens-là ont annoncé, l'OMS, Guterres, ce sont des plans planifiés, excusez-moi. Plan diabolique et machiavélique d'ailleurs qu'il faut. Ils ont fait un plan pour pouvoir amener ces virus en Afrique. Et là, j'attire l'attention des autorités. Parce qu'il y a d'abord une chose. Faites attention aux pays qui ont privatisé l'eau. Je dis bien, faites attention aux pays qui ont privatisé l'eau. Suivez bien mon regard. Ils vont tout faire pour qu'il y ait des morts en Afrique. Ils vont utiliser les compagnies qui exploitent l'eau pour introduire le virus. Ils vont introduire la nature avec l'aviation civile pour, n'est-ce pas, déposer. Et ils l'ont déjà fait, je vous le dis. Ils ont même envoyé des gens contaminés. Mais qui, parallèlement, eux-mêmes, parce que tu peux être contaminé pour contaminer les autres alors que la maladie ne fait rien, aucun effet sur toi. Je passe sur le contrôle des médecins et des scientifiques qui me regardent. Parce que tu as pris l'antidote, mais tu es porteur d'un virus. Tu peux t'asseoir là, tu nous contamines, mais la maladie ne fait aucun effet sur toi. Vous comprenez cela? Donc, il faut faire très attention. Il faut dire aux chefs d'État africains, aux décideurs africains, de faire très attention. Nous devons veiller à tout ce qui vient de l'étranger, et non seulement cela, à tous les étrangers qui sont en Afrique, qui servent, n'est-ce pas, comme informateurs, qui servent de services de renseignement, parce qu'ils ont besoin de mettre à terre l'Afrique. Parce que l'Occident ne marche plus. Rien ne marche en Occident, ni politiquement, ni économiquement, rien ne marche. Il faut faire de sorte que l'Afrique ne relève pas la tête. L'enjeu géostratégique la plus importante, c'est que l'Afrique ne doit pas relever la tête. Et si l'Afrique lève la tête, avec la jeunesse que nous avons, avec les potentiels que nous avons, je vous dis, l'Occident va courir derrière nous. Et justement, c'est le problème aujourd'hui. Je vais me tourner vers Patient Parfum d'Homme. On parle de la jeunesse africaine. Quelqu'un disait d'ailleurs que la jeunesse est effrayante pour ceux qui l'ont perdue ou qui sont susceptibles de la perdre. Peut-on dire aujourd'hui que l'Europe est en train de perdre sa jeunesse? Et aujourd'hui, regarde justement l'Afrique qui a une jeunesse extraordinaire. Moi, je préfère tirer les leçons de cette pandémie. Oh oui. Pour l'Afrique, pour nous. C'est ça le plus important. Je crois qu'il y a 2 ou 3 choses que on peut tirer de tout ce que nous vivons avec cette pandémie. La première chose, c'est un constat. Oui. On a constaté avec le Covid-19, je ne veux pas parler de l'Occident, mais de nous, nouveau l'Afrique, que nous n'avons pas les infrastructures sanitaires en quantité et en qualité suffisamment pour faire face à une déferlante de ce type avec le cas de cette vérole. Donc il faut que nos États mettent un point d'honneur à tirer vers le haut, à relever le niveau de la qualité et de la quantité de nos infrastructures. Quand je l'ai dit, vous voyez bien que ça découle aussi sur la formation. Il faut qu'on forme le maximum de médecins possible, le maximum d'infirmiers et tout ce qu'ils font autour de la santé. Mais il faut sans aussi, oublier également les traditionalistes également qui j'en sont... viens. Oui. Le domaine des chercheurs, la recherche, je veux dire. Il faut donner des moyens à la recherche. Nous avons des têtes bien faites, mais malheureusement qui manquent de moyens parce que, quelle qu'en soit leur bonne volonté, sans moyens, ils ne peuvent pas pousser très loin au niveau de la recherche. Il faut qu'on essaye d'organiser d'abord le domaine de la recherche traditionnelle, les praticiens, la pharmacopée traditionnelle, les naturopathes africains. Il faut organiser sérieusement ce domaine-là. Il faut que l'État suive.
pour qu'il n'y ait pas de charlatans comme Même s'il y a d'habitude. quelques temps encore, on interdisait d'ailleurs les tradis praticiens sur les plateaux de télévision sur le triangle national camerounais. C'est à tort. Il vient du Congo. Il sait qu'au Congo, cette pharmacopée traditionnelle est déjà très avancée. Elle est même en synergie avec la médecine officielle. Et faire à ce que les résultats qui sont obtenus au niveau de ce domaine de la pharmacopée traditionnelle, que les scientifiques, j'allais dire, n'est-ce pas, qui sont acceptés, appelons-les comme ça, je ne veux pas dire occidental, c'est la science, que les deux peuvent faire des synergies et comparer leurs recherches et peut-être trouver des voies authentiquement africaines dans ce domaine-là. Donc, il n'y a aucun domaine qui doit être négligé sur le plan des infrastructures, sur le plan de la recherche, sur le plan de la prise en charge, n'est-ce pas, de nos malades. Troisièmement, il faut faire attention. Nous sommes dans un monde qui est global. J'ai donné les avantages que nous avons et qui permettent peut-être qu'un virus qui peut infecter monsieur ici, arriver dans son organisme, puisse muter. Ça a été le cas avec le sida. Le sida a été fait pour faire des coupes claires dans nos sociétés. Malheureusement, les objectifs, j'allais dire, n'ont pas été atteints parce que l'homme noir, il est comme il est. Mais cela ne veut dire pas que le sida n'a pas fait de mort en Afrique. Cela ne veut dire pas que Ebola n'a pas fait de mort en Afrique. Je vous rappelle que pour la seule zone Afrique de l'Ouest, le Ebola a causé près de 13 000 morts. Pour 3 pays, je crois. 3 ou 4 pays. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas donner l'impression que, après avoir dit tout ce que nous avons dit là, rien ne va nous arriver. Non, il ne faut pas donner cette impression aux gens qui nous écoutent et à nos concitoyens. Non, nous sommes face à un danger, et un danger qui est certain. Sauf que nous avons des armes qui vont nous permettre de mieux aborder ces difficultés. Peut-être que les autres que nous voyons avec ces morts, on ne peut plus en finir. Oui. Il faut donc dire, surtout maintenant, à nos décideurs politiques qui avaient fini par considérer que le continent africain, c'est un endroit où on vient, on regarde qu'est-ce qu'il y a dans les caisses de l'État, on prend, on va parquer dans les paradis fiscaux, on a un petit bobo, un petit panari, c'est l'évacuation sanitaire, et c'était devenu comme la mode. Il dit, excuse-moi, je ne serai pas là la semaine prochaine, je vais accompagner ma mère en évacuation sanitaire. Et les pauvres boucs, n'est-ce pas, qui sont dans des situations économiques, ils ne peuvent pas se payer ce luxe-là, étaient obligés d'affronter la maladie. On n'a pas de palu. Le palu continue continue à tuer. Il faut d'ailleurs dire que depuis un moment de temps, des millions de morts sur notre continent. Il faut trouver des solutions. 407 000 morts depuis début de l'année. À ces décideurs du moment, il est grand temps pour qu'ils comprennent que notre paradis, c'est ici. Donc, de donner des moyens à notre espace pour qu'ils puissent avoir les meilleurs plateaux techniques, les meilleurs médecins, les meilleurs chercheurs, être comme le Cuba. C'est-à-dire que l'Afrique doit être ce Cuba-là que nous ne voulons pas créer. Vous n'avez jamais entendu qu'un haut commis de l'État cubain, parce qu'il est malade, allait se soigner aux États-Unis, ou bien même en Russie, ou bien en Chine. Jamais. Ils se soignent chez eux, parce qu'ils ont pu domestiquer la science. C'est ça qu'il s'agit. Donc, il faut faire attention avec un triomphalisme béat qui risque de nous conduire vers des dangers. Le monde, il est dangereux. Il est très dangereux. Si aujourd'hui, ce n'est pas le Covid-19 et que le gars décide de balancer ici chez nous une bombe à neutrons ou bien, je ne sais pas, une autre bombe, mais on serait tous rayés de la carte. Tous. Donc, il faut que nous soyons en capacité de dompter la science. Ce Covid-19 nous a donné une morale. C'est de dire à nos décideurs, c'est de dire à nos frères et sœurs qui sont au niveau des sphères supérieures de la société que non, contrairement à ce que vous pensez, vous êtes des nègres. Excusez-moi d'utiliser le terme. Donc vous avez l'obligation de faire votre chez soi un paradis. Et pour cela, donnez-vous des moyens, organisez votre société de telle manière que l'ensemble de vos concitoyens, de vos frères et sœurs puissent y vivre mieux. C'est ce que je retiens. Tout ce que M. Trump peut dire, moi je m'en fous, il a une question électorale. Et vous voyez très bien, malgré tous les bouts qui continuent de vomir, il a toujours la majorité par rapport au sondage. Ça doit vous dire quelque chose. Ça veut dire que les autres, eux, réfléchissent. Ils disent, ok, notre gars fait des bêtises, mais c'est notre meilleur champion pour défendre nos intérêts.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc, aux Africains de mieux comprendre ce qui se passe. Moi, je voyais aussi des gens, excuse-moi, j'étais à New York hier, à Namal, à Homberger, j'étais à Paris, tout ça, c'est terminé. Il faut qu'on comprenne que c'est ici chez nous. J'aimerais entendre quelqu'un dire, j'étais en vacances à Cotonou, j'étais en vacances à Banjul, c'est ça qu'il faut. À Kinshasa, etc. Parce que l'Afrique est belle. L'Afrique est belle, elle regorge des richesses et des beautés incroyables. Quel est ce complexe que nous continuons d'entretenir et de faire entretenir à nos propres enfants, de dire, si vous voulez être meilleur, il faut aller en Occident. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Cela ne veut dire pas que nous avons une quelconque aversion vis-à-vis de l'Occident. Pas du tout. Mais commençons par balayer devant notre propre porte. C'est comme ça que nous serons, nous aussi, en capacité, quand nous serons encore face, parce que là, c'est une première secousse, n'est-ce pas? Il y aura des répliques. Il y aura justement d'autres répliques. Fatalement. C'est donc il faudra que nous soyons bien préparés, bien assumés, pour que nous puissions vraiment être en capacité de répondre convenablement à ces secousses-là. Au lieu de nous dire, bon oui, ça va, de toute façon, il y a même d'autres qui disent, des règles barrières, je m'en fous, je ne mets pas de masque, je ne me lave pas les mains, c'est un truc qui a été créé par les Blancs, ça ne peut pas m'attraper. Attention, il y a des choses qui ont été créées par les Blancs qui ont décimé. Si ce n'est pas nous, d'autres races ont été décimées. Je prends toujours la date de 1498, où pour ce qu'on appelle les Amérindiens, mais en fait les autochtones, n'est-ce pas, de ce continent qu'on appelle l'Amérique, pour eux c'est la catastrophe. C'est ce jour où ils ont rencontré l'homme blanc. Parce que ce jour-là, pour eux, marque le début de leur génocide. Le génocide qui a complètement décimé leur peuple. Donc si les gens continuent d'être dit en Afrique, la guerre biologique ou bien bactériologique avait commencé à ce moment-là. Parce qu'on leur a offert des vaccins et tout ce qui va avec. Non, des couvertures qui étaient contaminées. À la tuberculose, par exemple. Donc, il faut qu'on fasse attention. Donc, aujourd'hui, et ça, j'ai un livre, La Philosophie blanche, que je présenterai certainement ici un jour, où tout a été décrit par une Colombienne noire. Mais vous savez que dans l'Amérique latine, même la race noire est maintenant bannie. Ça vous dit que l'Argentine, un tiers de la population en Argentine est justement noire. Vous ne voyez plus jamais de noirs en Argentine. Allons-y, messieurs. Donc c'est pour sortir pour dire à nos frères et sœurs que c'est une question de responsabilité. Mais c'est d'abord une question d'amour. Apprenons à nous aimer. Les Africains ont eu la malchance de refuser de s'aimer. Je suis heureux d'être face à un Congolais qui n'est pas décapé. Il y a à un moment donné, c'était pas... C'est quand même rare, hein? C'était très rare de voir un Congolais qui n'est pas décapé. Je suis Camerounais. Hein? Voilà, donc je suis face à un Congolais qui n'est pas décapé et ça me fait plaisir. Donc c'est pour dire à nos dirigeants africains, oui, faisons de l'Afrique un pôle d'attraction. Un endroit où les autres auront besoin de payer des billets d'avion pour venir visiter, pour venir vivre, mais surtout pour avoir accès à nos loums, à nos écouk, n'est-ce pas, nos petites plantes de village. Et bravo à M. Cléda. Et hier, je vous ai parlé de M. Simon. Oui, je pense Simon est là ce matin. Il faut dire que Simon est là ce matin. Il n'y a jamais eu autant de propositions. Il va nous apporter de l'artémisia. Autant de propositions endogènes pour soigner une maladie comme c'est le cas avec le Covid-19. Je vous ai parlé d'une cinquantaine. Sans oublier les jeunes chercheurs. C'est quelque chose d'exceptionnel. Messieurs, on vous comprend parfaitement. Albert Anatola, ici, nous sommes en train de sortir déjà de ce débat ce matin. Vous également, vous êtes d'accord sur le fait qu'il faut rester très, très prudent. Je voudrais dire deux ou trois choses. La première, c'est qu'il faut qu'on cesse d'être des acteurs du mouvement mondial. Parce que... des spectateurs, des acteurs. Je veux dire, voilà, les téléspectateurs, je veux dire les spectateurs. Voilà, il faut maintenant devenir des acteurs. Du mouvement mondial. Il faut qu'on cesse d'être des consommateurs. Parce que... il y a une image qui m'a quelque peu choqué, c'est que le virus, ça vient de la Chine et c'est Alibaba qui inonde le monde entier avec ses masques, ses respirateurs, tout ce que vous voulez. Ça veut donc dire qu'il y a une nouvelle ordre mondiale qui est en train de se mettre en place. Alibaba qui a d'ailleurs eu des problèmes de détournement de deniers publics, il faut d'ailleurs le préciser. Dans ce nouvel ordre mondial, quelle sera la place de l'Afrique? C'est ça qui est question. Maintenant, pour ce qui concerne le ramdam médiatique, parce qu'il faut le dire, autour du Covid-19, moi je trouve cela scandaleux, avec l'effet, n'est-ce pas, que ça a sur le conscient, n'est-ce pas, des populations, c'est-à-dire la psychose. Il faut éviter ça, il faut comment relativiser. J'invite donc par conséquent, ça c'est le premier point, nos dirigeants à engager une campagne d'ISC auprès des populations. Parce que j'ai constaté avec beaucoup
de désolation que la plupart des mesures barrières qui ont été prescrites par le gouvernement ne sont pas respectées par la population. On continue de surcharger dans les taxis, on continue sur de surcharger sur les motos, dans les voitures, même dans les marchés, on continue de vendre, de vivre sur même le sol. Et tout le monde passe, même les autorités qui ont la responsabilité de faire implémenter ces mesures, elles sont complices. Ça, c'est d'un de deux. Je pense également que pour l'Afrique d'une manière générale, il faut décréter l'autarcie économique. C'est-à-dire, comme les frontières sont fermées, ok. En théorie, bien sûr. Disons que c'est une grande réflexion. Il faut décréter l'autarcie économique, c'est-à-dire que comme les frontières sont fermées, nous devons pouvoir réfléchir. Parce que moi, j'ai apprécié l'initiative du président, n'est-ce pas, je crois, malien, qui a invité ses confrères de la CEDEAO pour mener une réflexion par rapport à la réponse à donner, à engager autour du Covid-19. J'ai attendu en vain l'initiative des pays de la zone CEMAC. Je n'ai pas vu, cela. La troisième chose que je voudrais indiquer, c'est qu'il faut, et j'ai eu à le dire régulièrement dans le cadre de cette tribune, il faut qu'on investisse, il faut que nos dirigeants investissent dans la santé. Le continent c'est le même discours de patient parfait d'homme d'ailleurs. Absolument. Le continent africain a plus besoin d'ingénieurs que de prêtres et de pasteurs. Le continent africain a plus besoin, n'est-ce pas, d'industrie que d'église. Ça, c'est important de le préciser. Donc, je crois aujourd'hui... Et les mosquées. Absolument. Je pense que ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, vous constatez avec moi que la plupart des médecins qui sont utilisés par l'Occident, plus de 40% sont africains. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comme on dit chez nous, ça veut dire que chez nous avons un problème de prospective, d'organisation et de politique. Je me tourne vers patient Bertrand Tatinda, je ne vais pas dire patient parfait d'homme. Bertrand Tatinda, justement, on sort de ce débat ce matin. On sait pertinemment que jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas encore des millions de morts sur le continent africain. Mais pour les uns et les autres, il faut rester prudent. Il faut justement continuer à respecter les mesures barrières prescrites par les gouvernements africains. Tout à fait. Et d'ailleurs, le lapsus vous-même est révélateur parce que j'allais expliquer que je suis parfaitement d'accord avec les propositions et les remarques du grand frère Parfendom. Sauf que je voulais expliquer que contrairement à ce qu'on croit, l'Afrique a une capacité à s'adapter rapidement parce qu'on expliquait que vous savez vous-même que le port du préservatif, c'est pas dans nos mœurs. Mais les Africains vont y mettre le préservatif. C'est pour ça véritablement que les chiffres ne vont pas exploser. Oui. Ils vont prendre un certain nombre de mesures au point où aujourd'hui, c'est devenu même de fait, l'utilisation d'un préservatif devient, comment je vais dire que, à la limite, entre guillemets, une coutume aussi africaine. Voilà. Autre chose aussi que je pouvais, que je devais dire à cette histoire, c'est que, on ne peut pas résister aujourd'hui au monde sans véritablement se mettre ensemble. S'il n'y a pas de véritable union politique bâtie entre nous, je prends un exemple simple. Moi, j'avais expliqué, il ne faut plus regarder l'OMS. L'OMS ne roule pas pour vous. C'est votre problème si vous regardez l'OMS. On peut, par exemple, à l'échelle de l'Union africaine, bâtir ce qu'on appelle une organisation africaine de la santé. Et à l'intérieur, avoir une haute autorité du médicament et du traitement. Dans cette haute autorité, il y aurait, par exemple, 2 chambres. C'est-à-dire une chambre de ce qu'on appelle le médicament moderne et le médicament vert, pas traditionnel, du médicament vert. Et le décentraliser ça. Et ce sont, comment je vais dire, que chaque pays accueillerait un bureau, comment je vais dire, régional, qui travaillerait avec les ministères de la santé des pays et qui pourrait relativement, lors des sommets de l'Union africaine, faire des propositions au chef de l'État dans le financement de la recherche, comment je vais dire, du médicament moderne et dans le financement de la recherche du médicament vert. Je vais même plus loin. On pourrait carrément rechercher un mécanisme de financement à l'échelle relativement africaine. Et là, c'est très compliqué parce que les Africains ont toujours cet orgueil où chacun croit toujours qu'il vaut mieux qu'il soit roi chez lui. Enfin, l'Afrique est le seul continent où nous avons l'une des diasporas, une partie de notre diaspora la plus détestable. Je l'ai toujours dit. J'ai rencontré sur Douala un Chinois. Il n'avait même pas de pantalon. Je lui ai demandé que, mais chaque fois que je te vois, tu es en short. Pourquoi tu n'as jamais de pantalon? Pourquoi tu n'es jamais bien habillé? Il me dit, je suis très pauvre. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu travailler. Je dis, mais tu es l'un des pays les plus riches. Il dit, mais je suis venu travailler. Je lui ai demandé, mais est-ce que tu es prêt donc à venir sur les plateaux de télévision, fustiger ton président Xi Jinping? Tu vois, il a développé la Chine, mais il n'a pas pensé à toi. Et vous êtes nombreux au Cameroun comme ça. Pourquoi tu ne te plains pas?
Pourquoi tu viens pas sur les plateaux de télévision expliquer que ma Chine là est riche? Mais moi je suis au Cameroun parce que je suis pauvre. Elle n'a pas pensé à moi. Elle devait penser à tout. Le 1,5 milliard de Chinois. Il a failli ne plus parler avec moi. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit non, monsieur Tatinda. Je ne monte pas sur les plateaux de télévision pour parler de la Chine. Je ne monte pas sur les plateaux de télévision pour parler politique. Moi, ce que je veux au Cameroun, c'est avoir un magasin et faire venir les marchandises de Chine. Ça veut dire que chaque Chinois dans le monde tire le commerce extérieur de la Chine. Mais Africain est le seul à insulter de façon détestable son chef de l'État. C'est vrai. Ils ont aussi, comment je veux dire, un certain nombre de défauts. On les connaît, nos chefs de l'État. On les connaît. Il n'y a personne qui les connaît mieux que nous. Mais franchement, regardez un peu les réseaux sociaux. Regardez en Europe. Moi, j'ai vu en Europe des propos insoutenables de la part d'un patriarche de la CEMAC. Il mange les gens, il viole ses filles, il couche avec ses filles. Regardez le débat d'Africains chez les autres. Mais quand vous insultez votre pays chez les autres, vous n'avez plus de considération. Donc même le comportement de l'OMS, même le comportement que les autres ont vis-à-vis de nous, c'est nous qui prêtons aussi le flanc. On peut reprocher beaucoup de choses à nos chefs de l'État, mais on peut le dire ici, entre nous. Monsieur Parfin, donc, par exemple, n'a jamais été très tendre avec le pouvoir de Yaoundé. Très tendre. D'ailleurs, on connaît sa famille politique. De quelle famille politique il est issu? Mais jamais, je ne crois pas qu'un jour, s'il se retrouve à l'étranger, il tiendra des propos les plus injurieux et les plus détestables. Même la séquence ségrégation qu'on a vécue en Chine, avec les Chinois qui traitaient les Africains un peu comme de la merde, c'est vrai, inacceptable. Mais est-ce que les Africains aussi, de par leur comportement, voilà aussi un peu comment est-ce qu'on peut déjà avoir confiance en nous, croire en nous, s'aimer, un peu d'amour. Il y a de moins en moins d'amour entre les Africains. Un peu d'amour, c'est quoi? Ça coûte quoi? C'est gratuit. Un sourire, c'est gratuit. Pourquoi on ne s'aime pas? Donc, Africain doit commencer à s'aimer. Donc, voilà pour moi déjà... Et aimer justement sa patrie. Qui permettent de pouvoir résister. Il faut toujours aimer sa patrie. On a souvent l'impression aujourd'hui que les Africains n'aiment pas du tout leur patrie et ils n'aiment pas justement leur continent. Ils ont aiment toujours en train de se plaindre. Et ils se plaignent d'ailleurs sous le ciel d'autres personnes. Vous avez le mot de la fin, Béni Christ, en quelques secondes. Merci beaucoup de m'avoir donné cette responsabilité des concristations. Déjà, je souscris... pas totalement, mais partiellement à l'assertion de Bertrand Tatinda. À la fin, il faut inviter l'Afrique à aimer l'Afrique. Moi là, comme j'aime appeler mes amis, dont toi et ici, et mon grand frère qui est là, Tatinda c'est mon ami aussi, j'ai dit, il faut aimer l'Afrique, l'homme. Mais je vais vous dire quelque chose, l'exemple doit commencer d'en haut. Nous n'avons qu'un genre d'élite. Un Africain qui est à l'étranger, qui a été à l'école, nous avons été à l'étranger. Lui et moi, on était en France. Tu rentres, tu ne trouves pas les débouchés. Moi-même, j'ai travaillé en France. Mon père était ambassadeur en France. Je suis en France, j'ai gagné moins que celui que j'ai dépassé à l'école. Donc, quand nous sommes stigmatisés à l'étranger, quand nous revenons chez nous, on ne trouve pas les conditions. Plus que ça, on vous met mal à l'aise pour que vous ne travaillez pas. Pourquoi? Parce que nous avons des gouverneurs à la tête de nos pays. Je ne souscris pas à la vision d'une certaine chaîne de télévision qui fabrique des panafricanistes à tout bout de chemin. Moi, je ne suis pas dedans. Je dis clairement que le problème de l'Afrique, c'est l'élite. Et je l'ai dit clairement. C'est l'élite. Il faut que nos chefs d'État, nos gouvernants, prennent la mesure des enjeux de l'heure. On ne peut pas les caresser à la centre du poil. Non, il faut qu'on leur dise, c'est vous, nous avons tous les atouts, nous avons les intelligences. Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur? Monsieur Agboou a démontré qu'on peut sortir du franc CFA en 3 jours. Quel est le chef d'État qui a pris la mesure? Le premier jour, le chef de l'État prend le décret. Le deuxième jour, le Parlement, le Sénat, ou quoi vous appelez comme vous voulez, vote la loi. Le troisième jour, monsieur, on crée la monnaie. Quel est le pays africain qui l'a déjà fait? C'est parce qu'ils sont tous les élèves des chancelleries occidentales. Messieurs, soyons sérieux, l'Afrique n'avance pas parce que nous avons une élite qui ne veut pas que l'Afrique avance. Alors, messieurs, maintenant, il faut que vous preniez la responsabilité des postes que vous occupez. Si vous ne le faites pas, je vous le dis, la population, le peuple africain prendra Merci beaucoup, sa responsabilité. Merci beaucoup, Dr Béni Christ, malgré cette verve. Merci à vous d'avoir... On n'a pas applaudi là. Non, on n'est pas là pour applaudir. On n'est pas là pour ça. Parce qu'on s'impose au chef de l'État. On s'impose au chef de l'État. Bon. Messieurs, je vous dis merci d'avoir été des nôtres ce matin dans ce débat. Nous allons accueillir dans un instant Simo. Il n'aime pas quand on l'appelle Robert parce que lui, il n'est pas blanc.
Il va justement nous expliquer les vertus, il faut le dire, de l'artémisia et de tout ce qui va avec les plantes. Albert Anatola ici, merci d'avoir été là ce matin. C'était un plaisir de partager ce moment, ce plat intellectuel. Patient parfait, donc merci également d'avoir été merci, là merci ce matin. À mes amis du panel, ils ont été fantastiques une fois de plus. Mais Tantachina, vous restez avec nous. Merci également à Dr Béni Kiskieze.